super idée. Bonjour. 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 Alors, attendez, je vais régler le son. Bonjour. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour. Nous, on est une quinzaine autour de la table, donc si on doit prendre la parole, on s'organisera pour pas que ça soit brouhaha. Ok, très bien. Merci. Bonjour. 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 Dis bonjour. Merci. Bonjour. Savoir si on t'entend. Je pense qu'on doit entendre. Votre caméra a été activée. Oui, on vous entend. Ok, merci. Votre réponse, c'est Marie-Laure, vous ne voulez pas me parler. Moi, je vous laisse. Et merci. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Pensez à bien couper vos micros. Laetitia, si tu veux, je peux gérer les entrées. Super, merci beaucoup Audrey. Bonjour. Wendy? Amandine, allez, à la SGL. Bonjour. 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 Le mercredi, le LD, du coup, il se transforme en quoi? M1. Le SD se transforme en M. Il faut que je nous laisse accéder. Ah, ça y est. Ça y est. Bluetooth connecting. J'ai pas mis le micro ni la caméra, mais c'est comment faire. Lui, il est encore fini parce qu'il reste juste. Eh bien, il est 11 heures, donc je vous propose à tous de débuter, parce qu'on a un programme assez dense aujourd'hui.
Donc déjà, quelques petites règles de base pour la bonne tenue du webinaire. Merci de bien fermer vos micros. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les poser directement dans le chat et comme ça, on va y répondre au fur et à mesure du webinaire. Et puis, c'est un webinaire qui va être enregistré. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas apparaître lors du replay, je vous invite à bien couper vos caméras. Alors, je lance l'enregistrement. Voilà. Donc, on va débuter ce temps ensemble. Je vois que normalement, tous les présentateurs sont présents, donc c'est tout bon. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si oui ou non vous le voyez. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, sachant que là, je ne vois pas plus forcément la conversation? Oui, c'est C'est bon, Laetitia. Oui. Super. Merci beaucoup. Bon, du coup, on va débuter ce temps ensemble sur le déploiement des référents activités physiques et sportives en établissements médico-sociaux. Donc, tout d'abord, je tenais à me présenter. Je suis Laetitia Lecy, conseillère médicale à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille à la direction de santé publique et je suis accompagnée aujourd'hui de mes 2 collègues de l'ARS, Audrey Pierre, qui est référente parcours personnes en situation de handicap, et Catherine Morand, référente parcours personnes âgées. Donc, on va vous parler aujourd'hui du déploiement de ces référents avec un programme, comme je vous disais, assez dense. Donc, je vais vous parler de la nouvelle stratégie sport santé, donc, qui a été publiée au niveau national en septembre de cette année. Un rappel sur le rôle, les missions des référents. On a également aujourd'hui avec nous des référents activités physiques et sportives qui vont nous parler de leur propre expérience. Donc, 3 témoignages. Ça me semblait important d'avoir des retours de terrain et qui vous expliquent qu'est-ce qu'ils mettent au quotidien, qu'est-ce qu'ils mettent en place au quotidien. Et puis, la présentation de quelques outils et ressources qui existent, que ce soit au niveau régional et national. Alors, pour introduire du coup ce webinaire, je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle stratégie, en sachant que nous, au niveau de l'ARS, notre rôle, c'est de décliner par la suite les stratégies nationales au niveau régional, en prenant en compte, bien sûr, les spécificités de la région, notamment les programmes qui sont déjà en place. Donc, il y avait déjà une précédente stratégie nationale sport santé 2019-2024 qui a amené à une stratégie régionale stratégie régionale sport santé de 2020-2024 avec le bilan qui a été publié sur le site de l'ARS où je vous invite, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu ce qui est soutenu par l'ARS en termes de programme de sport santé. Alors, cette nouvelle stratégie nationale, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une feuille de route avec 12 mesures, donc 12 mesures à destination de la population générale, mais également qui se déclinent selon certains publics et des milieux de vie. Donc voilà, là, vous avez un petit peu une synthèse des mesures qu'on retrouve dans la stratégie nationale de sport santé. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de chaque mesure, c'est vraiment pour que vous ayez un petit peu en tête les principales orientations. Donc, c'est une stratégie qui vise à favoriser la pratique d'activité physique chez tous les Français tout au long de la vie, avec 4 mesures qui sont là, qui sont des mesures transverses pour mettre en place des conditions favorables à la pratique d'activité physique pour tous. Et puis après, des mesures qui vont se décliner chez les jeunes, chez les personnes âgées, en milieu professionnel, donc ce qui correspond à la population active, et tout ce qui va être de l'ordre du soin, donc les programmes d'activité physique adaptés. En sachant qu'on aura également une prochaine stratégie qui va sortir, qui sera cette fois spécifique sur le handicap et le sport santé. Donc, c'est pour ça que dans cette stratégie-là, le public en situation de handicap est peu abordé, mais c'est parce qu'il y a une prochaine stratégie qui va sortir vraiment spécifique sur sport santé handicap. Alors, un petit peu en détail sur les mesures. On retrouve dans les mesures transverses une mesure phare qui va débuter dès 2026. C'est celle d'avoir un mois dédié à l'activité physique et sportive. Donc, vous pouvez déjà le noter, ce sera le mois de septembre 2026. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mois dédié à cette thématique qui est l'activité physique et sportive, comme le mois sans tabac ou Octobre Rose,
avec une campagne nationale de communication sur les bienfaits de l'activité physique sportive, sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique, de lutte contre la sédentarité, qu'on ait des actions qui soient locales, coordonnées par l'ARS, la DRAGES, les collectivités territoriales, une application qui normalement est censée être publiée en 2026 avec des contenus pédagogiques sur la pratique d'activité physique, et des événements qui seront organisés par des associations sportives ou des maisons sport santé. Donc ça, c'est vraiment la première mesure, un petit peu la mesure phare qui va débuter dès 2026. Et puis après, on retrouve d'autres mesures qui finalement sont un petit peu un renforcement. C'est-à-dire que là, la mesure 2, qui est faciliter l'accès à une offre de sport santé, c'est une mesure qu'on retrouvait déjà dans l'autre stratégie. Alors, cette deuxième mesure, elle est là pour mobiliser le mouvement sportif, les acteurs des loisirs sportifs sur l'offre de sport santé et finalement qu'on ait un recensement encore plus approfondi sur Putain, j'ai fait sans moins et j'ai tout perdu. les créneaux de sport santé. Alors, Et je peux pas faire sans plus. Enfin, ça marche merci de bien désactiver vos micros, pardon, parce que ça fait des bruits parasites. Merci. Du coup, cette deuxième mesure, donc, elle porte sur voilà, la cartographie d'offres d'activité physique sportive et APA, donc d'offres de sport santé. En région, on a déjà débuté ce travail, notamment avec la plateforme Espace, qui est portée par le réseau Sport Santé. Alors, ce n'est pas encore exhaustif, loin de là, mais voilà, c'est un travail qui continue de se faire, de pouvoir répertorier cette offre de sport santé. La mesure 3 va consister à faciliter l'accès aux équipements sportifs parce que c'est une problématique qui est remontée du terrain, c'est qu'on ne savait pas forcément où étaient les équipements sportifs qui existent dans les territoires, ni même justement la disponibilité de salles. Et donc ici, l'idée, ce sera d'avoir une cartographie où on puisse trouver les équipements sportifs, optimiser leur utilisation. Donc là, par exemple, savoir que telle maison de sport santé ou association sportive a ces équipements, est-ce qu'elle peut le prêter à un établissement médico-social ou un établissement scolaire s'il en a besoin pour mettre une activité physique en place. La mesure 4, c'est pérenniser le rôle des maisons sport santé et les positionner comme pivot du sport santé sur leur territoire. Donc, c'est vraiment de travailler encore plus sur le rôle des maisons sport santé et notamment qu'elles aient une place de plus en plus importante et d'inscrire le sport santé dans les projets régionaux de santé, dans les contrats locaux et également dans l'engagement de l'ensemble des collectivités territoriales. Après, là, ça va être vraiment toutes les mesures spécifiques selon le public cible. Alors, je vais essayer de passer vite là-dessus parce que toutes les mesures ne vous intéressent pas forcément. Mais celles qui pourraient peut-être, en tout cas, vous intéresser sont notamment la mesure 5 qui porte sur l'école primaire et la poursuite de généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, c'est une mesure qui était déjà présente dans la précédente stratégie, mais ici, il y a vraiment eu un point, on s'est encore plus focalisé sur le fait de développer cette activité physique quotidienne, notamment dans les établissements médico-sociaux qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Donc, vraiment d'essayer de travailler sur cette question-là d'autant plus. La mesure 6, cette fois, donc ça va être pareil, développer l'activité physique chez les jeunes au niveau du collège et du lycée, donc via le déploiement de programmes comme ICAPS, comme le passeport, renforcer ce programme au niveau national, généraliser également des tests de conditions physiques en 6e. La mesure 7, ça va être tout ce qui est sur l'enseignement supérieur, avec le déploiement d'initiatives sport-santé dans l'enseignement supérieur, voire même de maisons sport-santé. Après, on a des mesures plutôt en milieu professionnel, donc certaines à destination du coup des employés, des salariés, donc pour mettre en place un cadre favorable à la pratique de l'activité physique dans les entreprises, donc via la diffusion de ressources, d'applications, voire créer un appel à projet pour soutenir au sein des entreprises l'activité physique. La mesure 10 va cette fois correspondre aux personnes âgées, donc pour prévenir d'autant plus la perte d'autonomie. Et donc là, on va retrouver le fait de faire de la pratique d'activité physique une priorité du premier mandat de la Conférence nationale de l'autonomie. Et donc ça va avoir une incidence, ça va guider cette conférence nationale, les commissions départementales des financeurs de prévention perte d'autonomie. Donc on peut espérer notamment du financement
pour des programmes d'activité physique via ces commissions départementales. Enfin, les 2 dernières mesures correspondent aux soins, avec un grand changement à venir. Là, on attend les textes. La prise en charge par l'assurance maladie de programmes d'activité physique adaptés. Donc, ça va être dans le cadre de parcours de maladies chroniques, donc en s'appuyant bien sûr sur la recommandation de l'HAS. Mais on va avoir du coup des parcours par rapport à certaines pathologies chroniques avec des programmes d'APA pris en charge. Donc ça fait suite notamment aux expérimentations article 51 comme as du cœur pour les maladies cardiovasculaires. Et la dernière mesure porte quant à elle sur la formation des professionnels du sport santé, donc la formation en sport santé, parce qu'on ne peut rien faire sans les professionnels. Et du coup, on a besoin de les outiller, de les former, donc que ce soit pour les prescripteurs, les médecins prescripteurs et les effecteurs, que ce soit enseignants APA ou éducateurs sportifs. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette stratégie nationale. Alors, je ne sais pas, moi je ne vois pas, je m'excuse, hein, je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat ou pas. Mais du coup, peut-être une petite pause pour savoir s'il y a des questions. Sinon, on passera sur le rôle et les missions du référent. Pas de questions a priori sur le chat, Laetitia. Ok, très bien. Eh ben, je vous propose de continuer et de vous parler du rôle et des missions du référent APS en établissement médico-social. Alors, je vous laisse la parole, Catherine et Audrey, si ça vous va. Oui, entendu, Laetitia. Bonjour à tous, Audrey Pierre, je suis chargée de projet sur le parcours handicap à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc 2024 a été marqué donc par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui souhaitait mettre en lumière l'activité physique et sportive. Ça a été la grande cause nationale 2024. Et donc pour préparer cette année 2024, plusieurs mesures ont été mises en place, notamment la loi du 2 mars 2022 qui vise à démocratiser le sport en France et qui met en place notamment un référent pour l'activité physique et sportive au sein de chaque établissement social et médico-social. Le décret du 17 juillet 2023 qui suit reprécise donc les missions et les modalités de désignation de ce référent APS. On y reviendra dans les diapos suivantes. Et enfin, une instruction accompagnée d'une note d'information le 15 mars et le 4 avril 2024 pour accompagner les structures dans le développement de l'activité physique et sportive. Donc, ces référents APS en établissement. Comment est nommé ce référent? Quel professionnel? Donc, le référent est obligatoirement un salarié de l'établissement social et médico-social. En priorité, un professionnel ayant une expertise dans l'APS, sinon tout autre professionnel de l'établissement. Il est désigné donc sous forme d'un accord par écrit qui précise la date d'effet de cette nouvelle mission. Sa fiche de poste donc, doit évoluer en conséquence en fonction de cette nouvelle mission qui lui est attribuée et la possibilité est faite pour ce référent de cesser ses nouvelles missions à tout moment. Qui informé de la désignation de ce référent APS? Déjà, l'ensemble des résidents, de leur entourage, l'ensemble du personnel de l'établissement et de s'appuyer également sur le conseil de la vie sociale ou toute autre instance qui peut exister au sein de l'établissement. Il est important aussi que l'établissement nous renvoie aussi le nom et les coordonnées de ce référent APS au sein de l'établissement auprès du référent DRAGES et ARS. Donc, on vous les reprécisera aussi dans une autre diapo afin qu'on puisse vous identifier et vous envoyer toute communication qui pourrait être intéressante pour vous et notamment constituer une communauté de pratique et de pouvoir vous communiquer notamment ce type de webinaire qu'on peut réaliser au cours de l'année. Alors, quelles sont les missions de ce référent? La mission obligatoire, c'est une mission d'information. Donc, mener une veille sur l'actualité liée à l'activité physique et sportive, répondre aux questions potentielles sur le sujet, délivrer une information adaptée et éclairée auprès des résidents de l'établissement,
informer sur l'offre APF assurée au sein de l'établissement et à proximité de l'établissement. Le décret prévoit aussi des missions facultatives et de bonnes pratiques qui sont encouragées, notamment initier un plan personnalisé d'activité physique et sportive auprès des résidents de l'établissement, communiquer des données relatives à la pratique d'APS à destination des référents ARS et DRAGES, participer à l'élaboration des plans locaux sportifs, donc de pouvoir aussi s'inscrire dans les partenariats, les dynamiques territoriales et locales, et développer des partenariats avec les acteurs du mouvement sportif. Donc, vous l'avez compris, c'est développer l'offre d'APS au sein de son établissement en impliquant un maximum de professionnels éducatifs et soignants dans la mise en œuvre de cette activité physique et sportive. C'est aussi former et sensibiliser les professionnels de ces établissements, mutualiser les ressources humaines ou matérielles et recourir à des intervenants professionnels. Et en dehors de l'établissement, c'est également de faciliter l'accès à l'offre d'activités proposées à proximité, notamment par les clubs, les collectivités, les associations, nouer des partenariats, mobiliser et déployer les expertises spécifiques pour définir en tant que fonction ressources, appui ressources. Donc, en conclusion, encourager la culture sport-santé. Donc, au niveau national, c'est l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, qui a pu mettre en place une communauté de pratique de ces référents APS et qui aussi a déployé, on le verra sur la dernière partie de ce webinaire, des outils d'équipe de communication et des ressources pour permettre d'accompagner le déploiement de l'activité physique et sportive au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, je vous le disais, les référents côté ARS et DRAGES. Donc, au niveau de la DRAGES, c'est M. David Arnaud. Au niveau de l'ARS, donc Laetitia, notre collègue Laetitia Lecy, qui est sur la direction de la santé publique. Et puis, donc, ma collègue Catherine Morand, qui est responsable du parcours personnes âgées au sein de l'ARS, et donc moi-même sur la partie parcours handicap. Donc, les missions de ces référents régionaux, c'est d'accompagner donc les référents, contribuer aux appels à projets, participer, si nécessaire, à l'élaboration des plans locaux sportifs, recenser les initiatives qui existent sur l'ensemble des départements, identifier et compiler les données sur la pratique d'APS au sein des ESMS. Je te redonne la parole, Laetitia, pour présenter l'enquête régionale. Merci beaucoup, Audrey. Du coup, une des premières actions qu'on a réalisées dans le cadre de nos missions, c'est de réaliser des enquêtes à destination des établissements médico-sociaux. Donc nous, on a débuté ce travail-là en 2024. L'objectif, c'est de savoir quels étaient les référents activités physiques et sportifs désignés. Donc, il y a eu une première enquête en 2024 assez descriptive et plutôt à se dire qui est désigné, dans quel établissement. Et puis, on a fait une nouvelle enquête cette année, en été 2025, avec 296 établissements et services qui nous ont répondu. Alors là, vous avez un petit peu une idée au niveau de la cartographie des territoires qui ont le plus répondu, mais qui va avec le nombre d'établissements médico-sociaux. On en a le plus en Saône-et-Loire et dans le Doubs. Et donc, on a eu de différentes réponses dans ce questionnaire-là, cette enquête-là. Donc, quels étaient les référents désignés, mais également qu'est-ce qui était mis en place, le type d'activité physique. Et moi, je voulais juste vous partager un petit retour de ce qui est ressorti de cette enquête et qui me semblait important. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de mettre en place ces webinaires régionaux. C'est qu'au niveau des besoins, ce qui était ressorti, c'était notamment avoir des outils, donc des formations, des outils pratiques pour réaliser ces missions, avoir des partages d'expériences, des retours de terrain, d'où lors de ce webinaire, 3 témoignages de référents à activités physiques et sportives. Bien sûr, tout ce qui est de l'ordre du temps dédié, des ressources humaines, des moyens financiers, matériels,
du réseau et du lien avec les acteurs du sport du territoire et la reconnaissance du rôle de référent. Donc nous, notre travail, c'est aussi d'essayer au mieux, avec également la situation nationale que je pense que vous connaissez, de répondre au mieux à ces besoins. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'animer, de réaliser ce genre de temps régionaux. Et on espère pouvoir continuer dans ce sens pour les années à venir et répondre au mieux à ces besoins exprimés. Alors, juste deux petites diapos pour des outils ressources. Et puis après, je laisserai la parole du coup aux référents. Alors, si vous ne les connaissez pas, voilà, c'était juste pour info, pour partage. Il y a le passeport, donc, qui est un dispositif mis en place au niveau national. Alors, si vous avez des questions vous voulez en savoir plus sur ce programme-là, moi, je vous ai mis un lien et puis vous pourrez poser la question à Monsieur Arnaud, qui peut peut-être laisser son adresse mail si besoin. Voilà, c'est parce que c'est un dispositif géré plutôt par la DRAGES, ministère des Sports, mais ça me semblait important de vous en parler. En fait, le passeport, c'est une aide à la licence pour la pratique sportive qui peut notamment servir pour les jeunes en situation de handicap de 6 à 30 ans, donc qui permet de réduire le financement de l'inscription, la subvention d'inscription jusqu'à 70 €. Donc, ça peut être intéressant pour les jeunes. Il y a également les maisons sport santé que vous pouvez solliciter pour une aide, pour peut-être une action d'activité physique, pour une orientation d'un de vos patients. Donc, je sais que ce n'est pas forcément toujours connu, même les coordonnées des maisons sport santé. Donc, je vous ai mis le lien sur le site de l'ARS où vous pouvez avoir quelles maisons sport santé sont sur votre territoire et avoir le numéro de téléphone ou un mail. Un petit partage également d'une application que je vous conseille, qui est ActiBloom, avec des tutos vidéo sur 30 minutes d'activité physique en établissements médico-sociaux. Et bientôt, une prochaine application qui s'appellera Inclure, qui sera dédiée aux activités physiques inclusives. Et puis, quelques liens vers des ressources nationales. Si vous ne connaissez pas, il y a l'ONAPS, l'Observatoire national activité physique et sédentarité, donc qui est financé par le ministère de la Santé et le ministère des Sports, qui crée de nombreux outils, des référentiels comme dernièrement santé mentale et activité physique. Il y a des infographies également que vous pouvez trouver. Voilà, c'est rempli de différentes ressources, donc je vous conseille d'y aller jeter un œil. Et puis, le pôle ressources nationales sport santé, qui est un autre opérateur national sur le sport santé, avec des référentiels également, notamment un sur l'activité physique pour prévenir la perte d'autonomie et prévenir les chutes au cours du vieillissement. Alors, je vais laisser la parole juste sur ce point par rapport à la conférence perte d'autonomie en EHPAD. Là, je vais laisser la parole du coup à Catherine Morand qui sera mieux en parler que moi. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc la commission des financeurs porte des appels à projets régulièrement sur, entre autres, l'activité physique et elle permet en ce sens de financer moult projets sur les établissements médico-sociaux. Et en lien avec cette commission des financeurs, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté a développé un appel à projet qui s'appelle Prévention perte d'autonomie en EHPAD. Et c'est un appel à projet qui permet de financer, en sus de la commission des financeurs, entre autres des actions de renfort en activité physique adaptée. Donc, pour faire intervenir soit des professionnels APA qui ne sont pas salariés par l'établissement, soit également pour acheter du petit matériel pour pouvoir pour pouvoir mener à bien des ateliers. Cet appel à projet, il est étudié en lien avec la commission des financeurs, donc en lien avec les conseils départementaux pour qu'il y ait une certaine cohérence sur les différents appels et les différents projets qui sont financés. C'est en complément des actions menées par le module Oméga que les EHPAD peuvent mener au sein de leur établissement. C'est également en complément d'actions menées dans le cadre du plan anti-chute. Et c'est à l'attention des usagers des EHPAD, mais également de personnes externes de plus de 60 ans dans le cadre de l'ouverture des EHPAD sur l'extérieur. Et ça peut être donc également dans ce sens-là pour les usagers des centres de ressources territoriaux
voilà, qui sont déployés de plus en plus sur la région. Le cahier des charges est déployé et publié en même temps que l'appel à projet de la commission des financeurs. Donc après, c'est variable en fonction des départements. En général, c'est plus aux alentours du mois de novembre, mais selon les départements, la publication peut se faire sur le mois de mars. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Eh ben, je vous propose d'aller directement maintenant sur les témoignages et puis je vais laisser du coup la parole à Monsieur Petit-Guyot. Sauf s'il y a Peut-être juste avant, Ouais. Laetitia, on a une question. Alors, j'ai excusez-moi, laissé je vois déployer pas. parce qu'il y avait le lien sur les maisons sport santé, mais il y avait quand même une question sur le rôle des maisons sport santé. D'accord. Donc, au niveau des maisons sport santé, donc c'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2019. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les missions parce qu'il y en a 9, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accueillir des personnes et puis les orienter vers de l'activité physique, donc vers le meilleur professionnel qui peut répondre aux besoins de la personne. Donc, ils ont vraiment un rôle d'orientation. Ils vont. Alors, je suis désolée, j'entends en même temps, ça tape, ça me. Merci. Juste ces maisons sport santé, donc ils ont vraiment ce rôle d'orientation, d'orienter par exemple vers de l'activité physique adaptée, vers parfois c'est pas forcément besoin d'appât, hein, il y a d'autres choses, donc ils vont orienter vers le meilleur programme possible et donc ils sont censés également connaître les programmes qui existent dans leur territoire, connaître les associations, ils font un recensement des associations sportives qui pourraient répondre à certains besoins. Donc voilà, c'est vraiment un rôle d'orientation et ils peuvent également mettre en place, leur enseignant pas parfois peut aller dans un établissement médico-social pour réaliser de l'activité physique adaptée. Alors, ce n'est pas leur mission principale de réaliser de l'APA, hein, c'est vraiment de l'orientation, mais ils peuvent aller plus loin et réaliser eux-mêmes de l'activité physique. Voilà. Alors, si vous voulez avoir toutes les missions, parce qu'ils ont également une mission d'information, ils donnent de l'information sur l'offre d'activité physique dans le territoire. Pas que activité physique, d'ailleurs, ils peuvent également donner des messages de prévention, par exemple, orientés vers certains professionnels, autres professionnels en dehors du sport santé si besoin. Par exemple, s'ils voient que quelqu'un a envie de diminuer sa consommation de tabac, ils peuvent l'orienter vers Tabagir, vers un tabacologue. Donc ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent également réaliser des temps de sensibilisation, des événements. Alors peut-être dans certains territoires, vous avez pu le voir. Je pense par exemple dans le 71, ils ont fait un événement il n'y a pas très longtemps sur le sport santé, également en milieu professionnel, dans des quartiers, des QPV, donc prioritaires de la ville. Donc en fait, ils réalisent également des événements pour donner de la visibilité sur le sport santé, hein, faire connaître l'activité physique adaptée, le sport santé. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces missions qui sont regroupées dans ce dispositif de maison sport santé. Et du coup, sur le lien, si vous voulez plus en détail voir quelles sont leurs missions, ça montre justement quelles sont leurs missions et avec les liens vers telle ou telle maison sport santé selon les territoires. Et concernant le public, parce que parfois ça m'est posé la question, le public, en fait, c'est vraiment le public qui, déjà, celui qui correspond à l'APA, à la prescription d'activité physique adaptée. Donc, toutes les personnes qui sont porteuses de pathologies chroniques, qui sont sous ALD, qui présentent des facteurs de risque comme du surpoids, obésité, certains qui sont en perte d'autonomie, les personnes en perte d'autonomie. Mais finalement, à la maison sport santé, tout public qui veut reprendre une activité physique est bienvenu, hein. C'est-à-dire c'est pas forcément une personne qui a des limitations fonctionnelles. Si demain, vous n'avez pas fait de sport depuis 30 ans, vous pouvez demander à la maison sport santé en disant voilà, vers quoi vous pourriez m'orienter? Moi, je voudrais refaire de l'activité physique, comment je le fais? Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, je suis désolée, je ne vois pas le chat. Non, c'est bon. C'est Très bon. bien. Merci. Par contre, il faut que tu partages le support de Monsieur Petit-Guyot, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous voyez là mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà.
Alors, je suis désolée, du coup, ce sera moi qui vais déplacer les diapos. Donc, vous me dites, monsieur Petit-Guillot, voilà, de Ça changer de marche, diapo. pas de souci. Ouais, Merci. ça a été un peu compliqué au niveau organisation. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je vais présenter un petit diaporama sur les actions menées au sein de mon établissement en activité physique adaptée. Donc on va démarrer avec une petite présentation de l'établissement. Enfin, je crois qu'il y a un sommaire dans le diaporama. Ouais. Donc on va évoquer différents sujets. Donc il y aura une courte présentation de l'établissement. Je vais vous parler aussi du tricycle, donc une nouvelle acquisition qu'on a fait avec l'EHPAD. Le projet de marche. Ensuite, le tennis santé. Et le sommaire, je crois qu'il est assez long. Je vous laisse passer. Ouais. Les sorties en joëlette, donc que ce soit les sorties ou les entraînements pour les courses, le géocaching, le frame running, le parcours d'orientation, les sorties aussi hivernales comme le handiski, la marche en raquette, les Olympiades qu'on organise tous les 2 ans, et après je terminerai sur un petit mot pour conclure ce diaporama. Donc on va démarrer du coup avec la présentation de mon établissement. Donc moi je travaille dans un EHPAD à Beaucourt, donc, qui s'appelle la Maison Blanche. Donc l'établissement dispose d'une capacité de 203 lits d'hébergement permanent et 14 places en accueil de jour. On a 2 grands pôles, le pôle EHPAD qui va regrouper 4 services et du coup le service Fontenay-de-Courbevoie et Gramont. Donc ça accueille des résidents qui sont valides, semi-valides ou dépendants physiquement avec des niveaux de perte d'autonomie qui sont assez variés. Et le pôle spécifique, quant à lui, c'est dédié aux situations qui nécessitent une expertise un peu plus particulière. Donc, il y a 2 unités protégées. Il y a une unité qui accueille aussi des personnes en situation de handicap mental vieillissant et aussi une unité spécialisée en gérontopsychiatrie, donc pour des résidents qui présentent des troubles psychiques stabilisés. Donc voilà pour la courte présentation de l'établissement. Donc on poursuit du coup avec l'achat d'un tricycle. Donc cette année, on a pu acquérir un tricycle pour nos résidents. Donc, notre établissement il dispose d'appareils motorisés en salle de remise en forme pour le pédalage en intérieur. Donc, pour permettre à nos résidents de se déplacer à l'extérieur, c'est bien plus significatif pour eux. Donc, c'est une activité qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire aussi dans leur jeunesse ou au cours de leur vie. Donc, ça a beaucoup plus de sens de pouvoir le faire à l'extérieur. Donc, ça ravive des souvenirs d'enfance. Ça procure aussi un sentiment de liberté parce que sortir de l'établissement, c'est quand même quelque chose d'assez positif pour eux. La prochaine diapo, ça concerne le financement du coût de ce tricycle, parce que c'est pas donné et c'est pas gratuit malheureusement. Cet achat, il a été rendu possible grâce à un appel à projet intitulé « Améliorer le quotidien des personnes âgées ». Du coup, on a reçu le soutien de la Fondation des Hôpitaux de France qui a financé une bonne partie du projet et notre établissement devait aussi cofinancer à hauteur de 20%. Ça a été un peu plus pour prendre différentes options aussi sur le vélo pour que ce soit plus facile lors des séances. Donc nous, simplement, en contrepartie, ce qu'on devait mettre en avant, c'est le logo de la Fondation des Hôpitaux de France sur le vélo, les identifier aussi dans nos publications sur les réseaux sociaux, donc faire apparaître le logo et justement parler d'eux et les remercier aussi pour nous avoir permis d'acquérir ce tricycle. Et du coup, la prochaine diapo, c'est le retour d'expérience du coup sur cette utilisation du tricycle auprès de nos résidents. Donc, on n'a que des retours qui sont très, très positifs. Donc, pour la majeure partie des personnes qui ont pu pédaler sur le tricycle. Donc, les résidents où ils expriment de la joie, ils retrouvent du lien social aussi. Et ils ressentent un bien-être physique et mental qui est très important. Donc, ces sorties à tricycle leur permettent aussi de redécouvrir un petit peu notre région, de découvrir différents endroits qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de connaître ou d'aller pendant leur jeunesse. Et ça renforce aussi la connexion avec la nature et l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très, très importantes pour nos résidents. Le projet suivant, donc c'est un projet qu'on a nommé avec mon collègue les Randonneurs du Bonheur. Donc, c'est un projet de marche. Donc, les objectifs thérapeutiques, ça inclut l'entretien des capacités de marche de nos résidents, la stimulation de l'équilibre, la prévention des chutes, le maintien de la souplesse articulaire, enfin, plein de choses. Cette activité, elle s'inscrit dans la continuité de ce que beaucoup faisaient avant d'intégrer justement notre établissement. Les objectifs, il y a des objectifs primaires que j'ai évoqués juste avant, mais il y a aussi des objectifs qui sont un peu plus secondaires, mais qui sont tout aussi importants. Donc, améliorer le bien-être psychologique du résident, préserver l'orientation temporelle avec des sorties sur différentes saisons au cours de l'année. Renforcer le lien social, on fait aussi des sorties avec des résidents de différents services, donc qui ne se connaissent pas toujours aussi, donc ça permet de rapprocher aussi un petit peu les gens.
De bénéficier de l'effet antidépresseur de la marche grâce à la production d'endorphines, de réduire les troubles du sommeil et d'entretenir le système cardiovasculaire. Donc c'est un projet qui plaît énormément à nos résidents, donc il ne faut pas énormément de choses, simplement un véhicule. C'est des sorties qui sont gratuites. On a 2 groupes de marche différents, donc on a adapté les sorties en fonction des périmètres de marche de nos résidents. Donc il y a un groupe petit marcheur et un groupe grand marcheur, et toutes les semaines on inverse. Une semaine c'est le groupe grand marcheur et l'autre semaine, la semaine d'après, c'est le groupe petit marcheur du coup. Donc on peut passer à la prochaine diapo. Alors, c'est simplement des photos, du coup, pour illustrer nos sorties. Donc, c'est des sorties qui se font pour des résidents avec aide technique, que ce soit des déambulateurs 2 roues, 4 roues, les cannes, enfin, vraiment, toutes les aides techniques possibles et imaginables. C'est pour aussi les résidents qui n'ont pas d'aide technique non plus. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est les fiches randonnées qu'on a établies avec mon collègue. Donc, avant de partir sur un lieu, on prend des informations sur le lieu, donc concernant un petit peu le terrain, s'il est vallonné ou pas, s'il y a des assises, s'il y a des toilettes à proximité, la distance qu'on veut parcourir, le dénivelé. Donc, ça permet d'avoir pas mal d'informations et ça nous permet aussi de sécuriser la sortie, d'avoir le plus d'infos possible. Donc, voilà, il y a des fiches de randonnée qui ont été établies avant les sorties et qu'on a ajustées aussi en fonction des sorties qu'on a faites. Le prochain diaporama, du coup, le projet Tennis Santé. Donc ça, on l'a fait en collaboration avec le tennis club de Seloncourt, parce que mon collègue qui est enseignant à la Maison Blanche est licencié du club de Seloncourt, et du coup, ça a facilité un petit peu l'accès à la salle du tennis club de Seloncourt. Donc, on a lancé un programme de tennis santé sur 6 séances qui réunissait 6 à 8 résidents, ça dépendait par session, on a changé les résidents à chaque fois. L'environnement, du coup, était adapté, des terrains de taille variable, des filets modulables en hauteur, des raquettes adaptées et des balles aussi un peu plus lentes. Donc, il y a un module qui se fait là pour former des coachs au tennis santé. Nous, on n'est pas formé tennis santé, mais notre rôle à nous en tant qu'enseignants APA, c'est d'adapter tous les sports. Donc ça, on le fait au quotidien. On l'a juste fait à l'intérieur d'une salle de tennis et du coup avec tous les moyens à disposition. Et du coup, ça contribue du coup au bien-être physique, mental, social. Donc 3 composantes qui sont essentielles de la santé pour nos résidents. Donc il y a eu des bons retours et c'était à moindre coût. Donc, je crois que la prochaine diapo, elle évoque le coût. C'était un coût de 10 € par séance qui couvrait du coup la location de la salle, le matériel et du coup la lumière mise à disposition aussi. Donc voilà, c'était pas. Il y a des projets qui sont pas très onéreux, il y a quelques projets qui sont un peu plus coûteux, mais on peut s'en sortir en négociant, en discutant avec les clubs locaux et trouver des solutions qui sont pas très coûteuses non plus. Alors, le prochain diapo, c'est les sorties adaptées en Joëlette. Donc, il y a différentes sorties qu'on fait avec la Joëlette, la Fondation Arc-en-Ciel. Donc, moi, mon établissement, il fait partie de la Fondation Arc-en-Ciel qui dispose de 2 ou 3 Joëlettes. Et du coup, nous, on en a une qui est sur place. Donc, ça facilite les choses pour les sorties. Donc, on organise des sorties en Joëlette dans le cadre de la préparation de la course du Lion chaque année. Donc, chaque année, on va essayer de faire participer un ou plusieurs résidents de nos établissements. L'objectif du coup c'est de faire des entraînements tout le mois d'août et de septembre pour pouvoir préparer les personnes qui vont accompagner les résidents pour la course, de lui permettre aussi aux résidents de sortir et de participer aux entraînements. Des fois on change aussi un petit peu les résidents pour pouvoir sortir aussi plus de résidents. Cette année on a aussi permis à une famille du coup de le faire. Et ça, c'était vraiment cool. On a eu vraiment des bons retours de la famille. Donc, on a juste géré la logistique et les entraînements. Et eux, ils ont participé à la course avec le résident. Donc, c'était vraiment sympa. Et l'année précédente, on avait couru du coup avec un résident de l'établissement. Et pareil, que des bons retours. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment appréciable au quotidien, la Joëlette. Il suffit juste d'en avoir une et d'avoir un véhicule capable de la stocker pour les trajets. Et du coup, nous, ça nous permet aussi, pour nos séances dans l'établissement, quand il fait beau, de pouvoir sortir des personnes à mobilité réduite, ces personnes qui ne peuvent pas toujours sortir au quotidien ou faire des longues sorties, là, ça leur permet d'être en connexion avec la nature, de sortir un peu de l'établissement, de retrouver un sentiment de liberté. Donc, je crois que c'est la diapo qui suit. Juste après, j'en avais enchaîné 2, il me semble. Donc oui, voilà, ça, c'est la course du Lion 2025, celle qui a été faite avec la famille du résident. Donc, on voit les sourires des proches et puis on voit le résident qui est très content. Et c'était vraiment sympa de vivre ça avec eux cette année. Et celle d'après, je crois que c'était aussi en lien, mais du coup avec les sorties. Ah non, on est passé directement à celle-là. C'est très bien. C'est qu'il n'y en avait pas d'autres. Je croyais que j'en avais mis autre. Parce que je n'ai pas accès à mon diaporama vu que je ne suis pas sur mon ordinateur, malheureusement, je suis désolé. Donc on va passer à la prochaine. Donc la sortie géocaching.
Donc ça, pareil, hein, c'est une activité qui coûte rien, donc c'est une activité gratuite. Donc nous, on fait des sorties de marche avec nos résidents. Là, on a intégré le géocaching, donc c'est une activité qui utilise une application mobile, donc on peut tout savoir sur le téléphone, qui nous permet de trouver des caches. Donc il y a des boîtes, des objets qui sont dissimulés dans certains lieux, et du coup, avec le résident, ça nous permet de sortir et de mettre un petit peu d'intérêt aussi à cette sortie marche. Donc ça offre des bienfaits qui sont physiques, donc l'amélioration de la condition physique, la coordination et l'équilibre, mais c'est aussi cognitif avec du coup la stimulation de la réflexion, et émotionnel, parce que du coup il y a du plaisir quand même de trouver la cache, il y a un sentiment de satisfaction et de fierté, donc c'est des sorties qui sont bien appréciées par nos résidents, c'est gratuit, donc voilà, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des activités des fois qui sont coûteuses, et il y a aussi des activités qu'on peut faire gratuitement et qui ont du sens, et qui sont vraiment, vraiment bien appréciées par nos résidents. Et c'est pas connu en plus pour eux, donc il y a de la nouveauté, donc c'est vraiment pas mal. Le diaporama d'après, ça concerne le test du frame running. Donc du coup, ça c'était avec la société Colibrius. On a découvert du coup le frame running cette année. Donc c'est une activité adaptée et sécurisée qui facilite la propulsion des membres inférieurs. Ça réduit le poids du corps et ça permet aux résidents d'avoir du coup un périmètre de marche un peu plus important aussi. Ça favorise aussi une meilleure condition physique. Donc c'est un excellent exercice aérobie. Ça permet à beaucoup de seniors qui ne peuvent plus courir ou qui ne peuvent plus marcher longtemps à cause des antécédents médicaux, de pouvoir le faire. Et ça a été vraiment apprécié par les résidents qui ont pu le faire cette année. Donc, c'est une propulsion qui se fait par les jambes uniquement. Donc, il y a un travail qui est quand même assez intense au niveau des quadriceps, des fessiers, des mollets, des muscles stabilisateurs. Mais ça a été vraiment, vraiment bien apprécié par nos résidents. Et c'est vrai que même moi, j'ai pu essayer. C'était vraiment plaisant. On se sent en sécurité aussi. Il y a ce sentiment aussi de sécurité, d'éviter aussi le risque de chute avec cet outil-là. Donc, c'était vraiment sympathique de pouvoir le tester cette année avec la société Colibrius qui nous a justement financé le tricycle dont j'ai parlé tout à l'heure au tout début du diaporama. Donc, ça, pareil, ça a été gratuit. Le test du frame running. On organise aussi des sorties marches, donc c'est ce que je disais, géocaching, mais aussi les marches d'orientation, les parcours d'orientation. Donc on peut utiliser des cartes de la Fédération française de courses d'orientation, aller dans les lieux et du coup organiser des sorties qui combinent marche et parcours d'orientation. Donc ça stimule la cognition, ça renforce du coup l'autonomie, ça favorise les interactions sociales entre différents résidents, parce que c'est des résidents qui ne sont pas du même service, qui ne sont pas du même étage, qui ne se connaissent pas toujours. Et du coup, ça permet aussi de rapprocher et de créer des duos, des trios qui n'étaient pas forcément prévus. Ça a été aussi bien apprécié et du coup, ça crée aussi un sentiment de plaisir pour la sortie de marche. Donc voilà. Le diaporama d'après, j'essaie d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses. Journée de découverte du handiski, pardon. Donc l'une de nos résidentes cette année a participé à une journée découverte du handiski gratuitement. Une activité adaptée du coup qui permet de profiter des joies de la neige avec des équipements spécifiques et des bénévoles qui sont formés à cela. Donc du coup ça a été proposé gratuitement cette année, c'était sur le calendrier handisport qu'on a vu ça avec mon collègue, du coup on a profité, on a sauté sur l'occasion parce que c'est quelque chose de plus coûteux, je crois que c'est autour de 100 voire 150 € pour faire participer une personne d'un établissement. Donc là de pouvoir le faire gratuitement c'était une belle opportunité. Et du coup, le financement, ça a juste été la prise en charge des frais de déplacement du coup, et de restauration pour la résidente. Donc, pas mal de bienfaits aussi, plaisir, stimulation sensorielle, bien-être général. Et pour des résidents qui ont été anciennement skieurs ou qui appréciaient les sorties à la neige, du coup, ça peut être vraiment pas mal dans cette optique-là. Nous, on avait essayé d'emmener un résident l'année dernière aussi en plus, mais ça ne s'est pas fait pour problème de santé, malheureusement. Mais voilà, dans le parcours de la personne, dans son histoire de vie, ça peut aussi avoir du sens et du lien de pouvoir ramener aussi certaines personnes à la neige et de retrouver aussi une activité qu'ils appréciaient faire auparavant. Et en plus du handiski, on fait aussi des marches en raquettes, donc c'est la diaporama d'après. Donc ça, c'était une sortie de marche en raquette qu'on avait organisée avec mon collègue au domaine de la Bresse. Le financement, ça avait été juste la location de matériel, donc les bâtons et les raquettes pour nos résidents. Et du coup, une activité pareille qui favorise le bien-être physique, la santé mentale, le lien social, stimulation sensorielle. Donc, il y a eu de très bons retours de la part de nos résidents. Et pareil, on avait essayé d'emmener des résidents de différents services. Donc, voilà, pour l'interaction sociale, pour créer du lien aussi. La diaporama d'après, je crois que ça concernait les Olympiades de la Fondation Arc-en-Ciel. Donc, c'est quelque chose qu'on organise tous les 2 ans. Tous les 2 ans, donc, on participe aux Olympiades qui réunissent les résidents des différents pôles personnes âgées.
On a également aussi organisé une journée olympiade avec l'École nationale de police, donc avec une course en jolette et tir laser para-run. Donc ça a été bien pour le côté aussi intergénérationnel. Et sinon, bah voilà, nous on l'organise tous les 2 ans. On est différents EHPAD. Il y a Rougemont-le-Château, Montbéliard, Dijon. On est assez mobile. On s'est rendu à Dijon. Enfin, ça permet de faire des belles journées. Les résidents sont récompensés par des diplômes, par des médailles et puis par les résultats qui font lors des activités sportives qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sympathique aussi qu'on met en place, nous, tous les 2 ans au sein de notre établissement. Et je crois qu'on arrive sur la fin. Donc, voilà, les petites photos. Donc, la petite page de remerciement. Donc, bah voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je suis désolé, je n'avais pas de caméra. J'ai tout fait ce matin pour essayer d'avoir un ordinateur muni d'une caméra. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Donc, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long et que je n'ai pas parlé trop vite non plus. Et je termine avec, du coup, mon collègue et moi. Donc, c'est les pages LinkedIn qu'on a. Si vous voulez nous suivre, voilà, ce sera un peu plus parlant aussi. Il y aura différentes photos. Vous pourrez voir un petit peu ce qu'on met en place au quotidien. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous pouvez aussi nous contacter sur ce réseau-là. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Petit. Moi, je trouvais que c'était très clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Peut-être dans le chat, est-ce qu'il y avait des questions? Je suis en train de regarder, il demandait comment avait été financée la géolette. La Joëlette, bonne question, il faudrait que je vois. Ça, je peux pas vous le dire tout de suite, je pourrais vous répondre plus tard. Il faudrait que je vois avec la fondation du coup Arc-en-Ciel, c'est eux qui l'ont eu. Moi, je sais pas exactement comment ça s'est fait. Je peux pas vous répondre sur ça, je suis désolé. Mais je peux me renseigner et puis vous retransmettre la réponse sans problème. Et puis Laetitia, il y a Monsieur Olivier Larède qui demande la parole. Ah, allez-y. Vous ouvriez votre bonjour micro. messieurs, dames. Alors, je suis directeur d'établissement d'EHPAD pour la Croix-Rouge française. Alors, je suis extrêmement agréablement surpris de tout ce que vous avez réussi à mettre en place en termes de dispositifs. Et c'est vrai que vous évoquez le coût à chaque fois de telle ou telle activité. Pour autant, ce qui m'interpelle, moi, c'est finalement en fait le nombre de salariés que vous avez aujourd'hui qui sont déployés. Moi, j'ai aujourd'hui un temps complet simplement d'animatrice. Alors, on n'est pas sur les mêmes ratios, c'est un 71 lits versus 200 lits si j'ai bien lu. Et j'aurais voulu savoir en fait quels sont vos effectifs globaux qui sont consacrés tant à l'animation que finalement aujourd'hui à l'activité physique adaptée. Alors, en termes d'enseignants activité physique adaptée, je suis tout seul avec un collègue qui intervient 2 jours dans la semaine. Donc, on est 1,5 pour 90 résidents en prescription. Et nos sorties marches, on les fait avec une psychomotricienne ou une ergothérapeute qui nous accompagne. Mais sinon, toutes nos sorties, on les fait uniquement moi et mon collègue. On n'est pas ni aidé par les animateurs, ni soutenu par qui que ce soit. C'est uniquement les enseignants à part. Et juste pour les sorties marches, il y a l'ergothérapeute qui nous accompagne et la psychomotricienne pour sécuriser l'activité. Mais mis à part ça, non, on part souvent moi et mon collègue. Ou des fois une infirmière qui peut se détacher aussi. Mais sinon, c'est uniquement moi et mon collègue. D'accord. Et du coup, ça veut dire que sur les 90 lits, il y a 1,5. Alors, je vous entends plus. Allô? Ouais, je vous entends là. Oui, je disais donc, pour résumer, pour 90 lits, donc il y a 1,5 équivalent temps plein d'enseignants à pas, plus un temps plein d'animatrice, c'est ça? En termes d'animateurs, ils sont 4 ou 5, si je ne dis pas de bêtises, dans l'établissement. 4 ou 5, mais là, ça concerne les 203 résidents. Nous, en termes d'activité physique adaptée, on a entre 90 et 100 résidents en prescription et on est 1,5 pour les séances à pas. D'accord. Et ça, c'est donc du coup de l'ETP financé permanent dans l'établissement et ça ne fait pas l'objet de crédit. Alors, le mien est permanent, celui de mon collègue en tout cas, qui intervient 2 jours dans la semaine, c'est reconductible, je crois, chaque année ou tous les 2 ans, je ne sais plus exactement. Je ne peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose de reconductible et pas de permanent. D'accord, très bien. Écoutez, félicitations en tout cas au directeur de l'établissement qui réussit à déployer autant de moyens. Okay. Félicitations pour votre activité. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ouais, il y a David qui souhaite prendre la parole. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, on t'entendait. Bonjour. Je me présente David Arnaud, je suis coordinateur régional donc, sur le sport handicap au sein du pôle sport de la GES EDFC et je tenais à remercier donc, Audrey, Catherine et Laetitia donc, de m'avoir invité à ce webinaire. J'ai observé dans le chat donc, une question qui était portée sur le prêt de matériel et puis il y a un acteur majeur donc, qui propose ce prêt de matériel qui est le comité régional donc, handisport. Il a mis une information, mais j'ai proposé donc, sur le chat donc, le lien d'accès à cette prêt de matériel. On parle de Géolette, donc au lieu de l'acheter, il y a un système de prêt qui est envisageable. Vous pouvez éventuellement prendre contact. Hein, donc, je vais remettre dans le chat le lien donc, de ce catalogue et les coordonnées de ce monsieur. Je pense que ça peut être intéressant à tous dans les conditions actuelles, les conditions économiques pour les structures, d'éviter d'acheter du matériel, de s'orienter sur ce système de prêt. Ou la personne qui est présente dans ce webinaire, qui est du comité régional handisport, peut éventuellement intervenir. Ça lui permettrait donc d'avoir une meilleure visibilité. Merci. Merci beaucoup, David. Alors, peut-être on va passer du coup à l'autre présentation, parce que je vois le temps qui file en même temps, si ça vous convient. Et du coup, je vais laisser la parole à Madame Dacosta. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter, puis Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend bien. D'accord, ok, très bien. Moi, je suis désolée, je l'ai fait un petit peu à la va-vite. On m'a demandé de faire une petite intervention là il y a quelques jours. Donc moi, je suis Manon, je suis prof APA à la Combe Saint-Victor à Neuilly-Crimolois depuis janvier 2024. En fait, avant, j'étais sur un poste d'animatrice depuis 2016 et du coup, mes diplômes, j'étais en STAPS, j'ai eu une licence et un master APA. Donc, j'ai fait mon stage à la Combe Saint-Victor pour mon master APA et en fait, le poste d'animateur s'est libéré et l'ancien directeur m'a proposé de prendre le poste. Donc, j'ai été animatrice depuis 2016 et du coup, là, je lie les deux métiers. En gros, je fais les activités sportives le matin et je fais les activités un petit peu de tout l'après-midi en tant que animatrice. En fait, on a changé de directeur l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc là, maintenant, je suis passée prof APA et elle m'a demandé, là, il y a quelques temps, d'être référente d'activité physique. Donc moi, je prends ce rôle de référente. En fait, je suis là pour informer et de communiquer sur l'activité physique. On essaye de mettre des choses en place dans l'établissement, mais on va essayer dans les jours, les mois à venir d'ouvrir sur l'extérieur. Donc, attendez, parce que moi j'ai plein de trucs qui s'affichent sur l'ordi, je vois rien. Alors, les actions réalisées au sein de notre établissement, en fait, on a donc les activités physiques adaptées qui sont réalisées principalement par mois, mais on a aussi de la gymnastique douce qui est proposée tous les mercredis matins par un kiné libéral. Et on a aussi un atelier équilibre qui est proposé par l'ergothérapeute qui a eu une formation grâce à Omega. Donc ça, c'est tous les vendredis matins. Et ah oui, si j'ai oublié de dire, la maison de retraite dans laquelle je travaille, on a 70 résidents et on a un petit village senior qui est juste à côté. On a 21 maisons, donc on a 23 résidents. Donc on intervient et à l'EHPAD et au village senior. Pour les activités physiques, j'ai mis en place toutes sortes de choses parce qu'on essaye de les réaliser par rapport aux besoins et aux souhaits des résidents. Donc, on fait de la marche, on a installé un parcours santé dans le jardin de l'établissement. J'ai mis en place de la boxe assise pour l'instant, de la danse assise.
du badminton adapté. Donc, il y a le parcours équilibre, il y a des jeux de balle, il y a de la gymnastique rythmique, on fait du mini-golf. Voilà, on essaye de faire plein de choses. Les projets futurs, ce serait qu'on voudrait essayer d'ouvrir les cours de APA à l'extérieur de l'établissement. En fait, dans notre village senior, on a une salle commune. Les résidents du village ne participent pas tous aux activités sportives et du coup, on voulait demander aux gens du village, donc de plus de 70 ans par exemple, de venir, de s'inscrire et de venir assister aux cours qu'on donne dans la salle. Comme ça permettrait d'avoir un lien entre l'EHPAD et le village. Ensuite, on crée des projets avec des institutions extérieures. Donc là, par exemple, à l'occasion de la Semaine Bleue, on intervient dans une école qui n'est pas très loin. Et en fait, nos résidents font une démonstration des sports qu'ils font. Et du coup, les enfants participent avec nous. Donc là, cette année, on a fait un petit peu de boxe, on a fait de la gymnastique rythmique et du parcours. Et du coup, en parlant de boxe, on est en partenariat avec l'ASC Chevigny Boxe. Donc, en fait, on a un intervenant, donc l'entraîneur de boxe qui vient donner des cours au village senior. Et on a pu plusieurs fois emmener les résidents au club de boxe pour qu'ils assistent à un entraînement ou à une compétition. Et ils ont ouvert depuis peu, donc depuis 3 ans, je crois, une section handi-box. Donc, du coup, on a pu participer à l'entraînement avec eux. Donc, on a mélangé résidents et handi. Voilà. Ensuite, je sais pas. Oui, voilà. Alors, ce qui fonctionne, eh ben, les activités physiques en général, parce que les résidents, ils aiment beaucoup participer à ces activités. Parce qu'en fait, c'est très polyvalent. Vous avez plein de choses et du coup, tous les résidents, ils peuvent se reconnaître dans au moins une activité. Ils aiment beaucoup en fait les choses qui sont ludiques. Il y a toujours de la musique, donc ça les motive à descendre. Et évidemment, quand on fait des rencontres compétitives, là par exemple au mois d'avril, on fait une rencontre olympiade avec les établissements du Val-de-Saône. J'ai vu qu'il y en a qui étaient présents d'ailleurs là au webinaire. Donc il me semble que c'est le 18 avril et donc il y a plusieurs EHPAD et hôpitaux qui se rejoignent lors d'une journée et on fait une grande olympiade avec plusieurs activités. On partage un pique-nique et puis le soir, petite remise de récompense, palmarès. Voilà, ça les résidents, ils adorent. Et au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que le sport, il a encore du mal à être reconnu chez certaines personnes. Il y a des gens, ils voient ça plus comme une animation, comme le fait que le résident, il sorte de sa chambre et c'est déjà bien. Même si oui, effectivement, c'est déjà bien, mais il faut continuer d'aller encore plus loin. Après, moi, les difficultés que je rencontre encore plus, c'est que je vais refaire référence au diapo qu'on a vu avant. On a vu quand même pas mal de gens qui étaient autonomes, qui étaient debout en tout cas. Nous, ici, on a énormément de fauteuils roulants. Je pense que sur 70 résidents, on doit avoir 15 personnes qui marchent. Donc, c'est compliqué au niveau de la mise en place, surtout que je suis toute seule. En fait, quand on fait nos séances, on est vraiment tout seul. Donc, l'ergo, en général, elle est toute seule. Moi, je suis toute seule. Le kiné est tout seul. Donc, pour emmener des résidents sur des sorties extérieures, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir du personnel. Voilà. Ah oui, donc les partenariats, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, effectivement, on a l'AST Chevigny Boxe. L'ergothérapeute a eu la formation Oméga pour qu'elle puisse mettre en place l'atelier équilibre. Les Olympiades que nous faisons au mois d'avril, c'est avec le pôle d'équilibre territorial et rural de Côte d'Or. Le CLES-JR, en fait, c'est l'association de gymnastique rythmique de Chevigny. Là, vu que j'essaye de monter un enchaînement de gymnastique rythmique au ballon et au cerceau avec les résidents. Et là, notre projet, ce serait de voir avec le club si on peut participer à leur gala de fin d'année pour que nos résidents puissent montrer un petit peu ce qu'ils font ici. On voulait essayer de faire un peu la même chose avec les acrobatistes du STAPS qui font des spectacles qui mêlent cirque, gym, gymnastique rythmique.
L'année prochaine, je voulais voir au mois de septembre pour faire c'est une marche à l'occasion des petits cœurs de beurre. C'est une association pour des enfants, enfin des nouveau-nés qui ont des malformations cardiaques. Et en fait, vous achetez un dossard qui me semble est à 10 € et vous pouvez participer avec les résidents. Et en fait, c'est vous qui organisez votre marche dans votre village. Voilà. Et on comptabilise le nombre de kilomètres qui est fait. On fonctionne beaucoup avec la semaine bleue, la semaine contre la lutte, enfin pour la lutte de la maladie d'Alzheimer et pour la dénutrition. Donc, on essaye de faire des activités en fonction de ces thèmes-là. Nos activités, elles sont mises en place avec du matériel qu'on peut avoir grâce à l'ARS avec les crédits non reconductibles. L'école de Pontailly-sur-Saône, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on a aussi la Tovertafel qui nous permet de faire de l'animation et aussi des activités sportives. Donc là, les résidents, ils peuvent le faire assis ou debout. Donc là, c'était un projet qu'on avait eu avec l'ancien directeur qui a été qui nous a été payé. Donc, c'est dans la salle d'animation et comme ça, tout le monde peut participer à la Tovertafel. La télécommande est mise à disposition. Donc, le PASA vient participer. Moi, je l'utilise. Les aides-soignants peuvent s'en servir aussi. Donc, c'est mis à la disposition de tout le monde. Voilà, je crois que c'est fini. Ah oui, je vous ai mis quelques photos. Donc, effectivement, là, en haut à gauche, vous avez la Tovertafel. Après, vous avez une petite séance d'atelier équilibre. Ensuite, on fait de la gymnastique des doigts pour lutter contre la raideur articulaire des membres supérieurs. Là, après de monsieur, c'était de la danse assise. En bas, vous avez le renforcement musculaire et le parcours santé qu'il y a dans le jardin de l'établissement. On a la pétanque d'intérieur en haut à gauche. Après, on a fait donc là, c'est des petites photos sur la box qu'on avait mis en place avec l'école de Pontailly-sur-Saône. Là, on a du badminton, un petit peu de boxe, toujours l'atelier équilibre. Et puis, ah oui, j'ai mis 2 photos de boxe. Voilà, avec nos résidents qui sont contents. Mais j'ai flouté leur visage pour pas qu'ils soient vus de tout le monde. Merci beaucoup, Madame Dacosta, pour cette présentation aussi intéressante. Et merci parce que, comme vous l'avez dit, vous avez été contacté, parce qu'il y a eu un désistement, vous avez été contacté il y a peu et vous n'avez plus vous rendre disponible. Donc, je vous en remercie. Oui, je suis désolée, ça se voit un petit peu que c'est fait à la va-vite quand même. Hein. Non, c'était très, très intéressant, je trouve. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, du coup, par rapport à cette présentation. Alors, je regarde en même temps le chat. Non, je vois pas de questions et je vois pas de main levée, Laetitia. Bon, très bien. Eh bien, je vais laisser du coup la parole à l'autre référent, donc Monsieur Durand. Je vous laisse la parole. C'est bon, on m'entend? Alors oui, C'est Monsieur bon. Durand, oui, on C'est vous bon? entend. Oui. Ok, d'accord. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas de support visuel comme mes 2 camarades d'avant. Voilà, donc parce que j'avais effectivement mis un petit peu de côté le webinaire, j'avais complètement oublié. Donc pareil, j'ai fait un petit peu ça rapidement la semaine dernière. Donc moi, j'accueille un public qui est totalement différent des 2 premières présentations parce que je travaille donc au sein d'un EAM, un établissement d'accueil médicalisé donc dans la Nièvre, près de Nevers. Donc, le public qui est accueilli, ce sont plutôt des personnes polyhandicapées avec des déficiences intellectuelles et ou motrices. Et la plupart du temps, c'est et intellectuel et motrice. On est un établissement qui accueille 48 résidents. Ils sont divisés en 4 unités de vie. Et on a à peu près 75% de fauteuils roulants et le reste en marchant. On a très peu de marchands. Donc, moi, je suis référent APS depuis septembre 2024 et à la base, donc, je suis AMP, mais par contre, je ne suis pas, entre guillemets, je ne fais pas de l'APA, APA, APS, hein, c'est à peu près, c'est pareil.
Moi, je ne fais pas de l'APA, par contre, tout le temps. Donc, moi, mes séances, c'est à peu près 3 fois par semaine sur une matinée où je fais des séances la plupart du temps individuelles, parce que travailler en groupe avec nos résidents, c'est plutôt compliqué. Donc, on est vraiment obligé de baser nos interventions sur de l'individuel. Et ça concerne donc une vingtaine de résidents. Donc, chaque semaine, à peu près je dirais 15-20 minutes les séances. Moi, j'ai basé mon travail d'APA sur vraiment le maintien des acquis, parce que pour nous, c'est quelque chose quand même de très important. Donc, le maintien de la marche, le maintien de la posture debout, c'est des choses très importantes pour nos résidents. Le plus longtemps ils gardent ces choses-là, le mieux c'est pour eux. Donc, les activités, il y a beaucoup de marches. Donc, c'est des marches individuelles, c'est des marches en extérieur. On essaye de marcher sur sur des sols plutôt plats. On essaye un petit peu de mettre un petit peu de difficulté avec des sols un petit peu différents, mais vraiment, c'est vraiment du cas par cas selon les résidents. Après, on a des marches dynamiques pour les résidents qui marchent encore bien. Après, j'ai différentes choses également. Je mets en place des parcours motricité avec des cerceaux, avec des haies, avec des steps. Voilà, j'essaye d'augmenter un petit peu les difficultés quand il y a une avancée. On a aussi du matériel adapté. On a des tricycles. Donc, on a un résident, en l'occurrence, qui fait du tricycle. Au sein de l'institution, on a également une balnéothérapie. Donc, il y a une séance de balnéothérapie, par exemple, tous les mardis matins. Donc, il y a un grand nombre de résidents qui peuvent aller en séance balnéothérapie, soit pour de la détente, soit pour essayer de travailler la motricité des membres inférieurs et supérieurs. Après, il y a différents exercices avec des jeux de ballon, avec différentes textures de balles, des balles en plastique, des balles en mousse, etc. pour les résidents qui peuvent avoir certains traits autistiques et ils apprécient particulièrement. On a également la boccia, donc c'est la pétanque d'intérieur. Moi, je fais du travail avec un espalier également. On fait du travail au sol, sur des tapis de sol, pour vraiment faire bouger au maximum les jambes, etc. Et après, on a des partenaires extérieurs également. On travaille avec la piscine. On a un partenariat avec la piscine où on a des séances un petit peu adaptées. On va au judo également tous les mardis après-midi dans un club qui est à côté qui nous fait du judo adapté. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître assez simples pour nous, mais pour nos résidents, ça peut paraître des fois très, très compliqué. Parce qu'une simple marche, on peut vraiment croire que c'est très facile, mais pour nos résidents, ça peut vraiment s'avérer compliqué. Et vraiment, nous, on a vraiment basé notre APA, on va dire, sur vraiment le maintien des acquis au maximum pour nos résidents. Voilà à peu près, j'ai à peu près fait le tour sur l'ensemble de nos activités. Mais c'est vrai que ça peut paraître dérisoire par rapport aux 2 premières présentations, mais on n'accueille vraiment pas du tout le même public. Voilà. C'était tout l'intérêt aussi de votre présentation, c'est d'avoir aussi un panel aussi de publics très différents et de pouvoir dire aussi pour un public qui peut paraître très limité dans ses gestes, dans la manipulation de son corps, que l'activité physique et sportive est possible, voilà, y compris pour ce public qui peut paraître très éloigné de l'activité physique et sportive. Donc, merci beaucoup, Monsieur Germain, pour votre présentation. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques par rapport à ce dernier témoignage? Alors, je n'ai pas l'impression. Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer du coup aux outils et ressources. Alors, avec la présentation de Madame Thirier.
Bonjour à tous. Eh bien, merci beaucoup pour ce webinaire et de nous avoir invités. Et je rebondis juste sur les deux dernières remarques qui font vraiment lien avec ma présentation parce que c'est ce qui a motivé notre projet. Donc, nous, on fait partie du centre ressources, enfin, je fais partie du centre ressources polyhandicap Bourgogne-Franche-Comté qui a vu en janvier, tout récent sur le territoire. Effectivement, nous aussi, on fait le constat de l'importance de montrer, alors là, c'était des résidents, mais à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles ont plus de capacités qu'elles ne peuvent l'imaginer et que nous avons tous un rôle à jouer autour de l'activité physique et sportive, y compris auprès de personnes polyhandicapées. Donc, Madame Charette, j'espère que vous y trouverez quelques leviers d'action. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Donc, très rapidement, qui sommes-nous? On est le centre ressources polyhandicap, donc tout public peut nous solliciter, que ce soit les familles, le droit commun aussi, parce que là, on a parlé beaucoup d'établissements médico-sociaux, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à bouger aussi au niveau des partenaires du droit commun, certains quelques projets de partenariat, et de développer un réseau et de partager nos expériences pour mutualiser nos connaissances et les rendre accessibles à tous. Je fais vite sur les enjeux, parce qu'on va aller au cœur du projet. Donc, on intervient sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, le constat qu'on faisait en visitant les établissements et au regard des décrets, et notamment du souhait de faire 30 minutes d'activité sportive dans les établissements, c'est que ça semblait a priori impossible ou en tout cas très difficile autour du polyhandicap. Donc, pour rappel, les enfants et les adultes polyhandicapés sont extrêmement déficitaires, n'ont quasiment pas de marche, n'ont pas de capacité de parler. Ils peuvent avoir une communication alternative grâce à des outils de CAA, mais c'est encore peu le cas. Et pour autant, il nous semblait important de pouvoir promouvoir l'activité physique pour ces jeunes et ces adultes qui vivent pour la plupart toute leur vie en établissement, à minima la journée, mais même en alternance. Donc, on a souhaité monter un projet inclusif, puisque dans notre groupe de travail, on a des profs papas, des kinés, des chefs de service, des AMP, des ASH, une maman. Et l'idée était, c'est très ambitieux, avec un résultat qui sera petit, mais néanmoins on est très fiers, de pouvoir proposer un petit guide accessible à tous, proposant des fiches, outils d'activités qu'on pourrait proposer à ces enfants et ces adultes qui ne requièrent pas de compétences spécifiques, pas forcément de matériel spécifique, ni de coûts exorbitants. Donc, pour ça, on a réuni tout le monde et l'idée, c'est de partager un peu comme on le fait aujourd'hui, ce qu'on fait tous et de pouvoir le mettre en commun pour construire un guide qui serait destiné à tous, gratuit et qui valoriserait du coup, d'une part, les pratiques des établissements, mais qui surtout donnerait des idées aux parents et à ceux qui travaillent dans les établissements pour enfants adultes handicapés. Mais vous allez voir, je crois que ça va bien au-delà parce que je voyais l'établissement de Sensei, il y a sûrement des fiches qui pourront servir, y compris en EHPAD, pour des personnes très déficitaires. Donc pourquoi? Parce que ces personnes polyhandicapées, elles sont extrêmement sédentaires. Il y a peu ou pas de verticalité ou alors dans des appareillages type coque de verticalisation. C'est des personnes qui ont des déficits moteurs sévères et il y a souvent un surhandicap créé par le manque de motricité et ou de mobilisation. Vous le savez tous, aujourd'hui dans notre établissement, on n'a pas forcément de kinésithérapeute à temps plein. Et puis quand bien même les enfants et les adultes ne sont pas pris en charge tout le temps, de manière pour les profs papas. Donc c'est du rôle de tous de pouvoir contribuer à cette mobilisation et participation active des personnes. Parce que ça entraîne, et il y a aussi mais des conséquences physiologiques extrêmement importantes qui génèrent du coup du surhandicap. Donc l'idée, c'est vraiment de stimuler la motricité volontaire pour prévenir des complications en proposant des activités adaptées. Je vais passer à la slide suivante.
Donc, la méthodologie de projet, parce que finalement, on se rend compte que même si le projet, c'est d'avoir un guide qui sera donné ou fourni à tous, le projet en tant que tel est aussi intéressant pour ce qui se passe et ce qui se joue dans le groupe de travail. C'est vraiment l'idée d'avoir une connaissance concrète du quotidien avec un enfant ou un adulte en situation de polyhandicap, de partager nos expériences et de valoriser ce qui est fait dans les établissements. On se rend compte que chacun met en place, on l'a dit tout à l'heure, des choses remarquables, mais ça reste trop isolé aux établissements. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mutualiser nos ressources au service de tous. Ce qu'on a aussi constaté, c'est l'importance des mots dans nos pratiques. Alors, il y a eu, par exemple, de gros débats sur quel terme on emploie. Sport, sport adapté, activité physique, activité motrice. En fonction de qui la pratique, qui l'a fait pratiquer, est-ce qu'il y a une ligue, est-ce qu'il y a une fédération, est-ce que, voilà, légalement, on peut utiliser tel terme ou tel terme. Donc, il y aura un petit préambule autour de ça. Donc, on a finalement retenu le terme d'activité physique, mais l'idée était de réfléchir aussi à ces questions-là et que, certes, ces mots sont importants, mais l'impact qu'on doit avoir, c'est surtout que les gens bougent. En tout cas, c'est un peu le résumé. Et du coup, d'avoir une approche qui soit centrée sur les besoins réels. Et donc, ça a été aussi un espace de co-construction entre les savoirs professionnels et expérientiels des parents, des professionnels qui nous disent que tout peut être activité physique, y compris sur des temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps, y compris sur des temps de soins, de brossage de dents, de change. Vous allez le voir dans l'exemple qui suit, de mise à la salle de bain, d'habillage, de déshabillage. On peut profiter aussi de ces temps-là. Donc concrètement, ce projet, l'idée c'est qu'il y ait des petites fiches. Donc là, vous avez un exemple fictif, hein, donc ne cherchez pas à lire, c'est du lorem ipsum, mais c'est pour vous montrer, c'est qu'en une feuille, on voit le nom de l'activité, à qui il est destiné, public enfants adultes, donc en haut à droite, le temps que ça prend, l'idée c'est vraiment un temps assez court, le matériel qu'il y a à prévoir pour que rapidement tout le monde puisse se saisir de ce qu'il peut faire ou doit faire, la partie du corps ou les parties du corps qui seront mobilisées. Le déroulé est très rapide en 4 ou 5 étapes. Et ensuite, parce que c'est parfois difficile de savoir comment on fait, comment on mobilise une personne polyhandicapée, de pouvoir proposer avec un QR code une vidéo. Donc, ces vidéos, elles seront proposées par des parents, elles seront proposées par des établissements, avec toutes les autorisations, bien sûr, nécessaires, pour vous montrer aussi comment on peut s'y prendre. Et ensuite, à vous d'adapter et de créer davantage. Évidemment, des points de vigilance. Je pense notamment les personnes handicapées ont parfois des arthrodèses, donc on scelle des vertèbres, ce qui entraîne des vigilances nécessaires, donc on les identifiera également. Et les adaptations possibles. Est-ce qu'on reste dans le fauteuil? Est-ce qu'on s'allonge? Est-ce qu'on peut faire l'activité de façon adaptée? Donc tout ça figurera dans cette petite fiche. Et lors de nos échanges et de notre discussion, je vous l'expliquais, les enfants et les adultes n'oralisent généralement pas et pourtant ils peuvent avoir une communication alternative. Et donc, il nous semblait vraiment très important de pouvoir aussi leur expliquer ce qui va se passer, cette activité, comment elle va se dérouler et ensuite qu'éventuellement, s'ils ont, eux, la possibilité de répondre, ils puissent nous dire bah, « stop, je veux encore, je veux le refaire, j'ai besoin d'aide, je veux une pause ». Et donc, va essayer d'établir aussi, en collaboration avec nos partenaires, des tableaux de langage assisté que vous pourrez utiliser et imprimer par activité pour que la personne puisse dire si ça lui convient ou pas. Là aussi, c'est des choses qu'on peut décliner en EHPAD, je pense notamment à tout ce qui est maladie neurodégénérative ou Alzheimer et qui peuvent être aidantes. Enfin, on a évoqué aussi l'importance du suivi et de la progression pour que les gens puissent se rendre compte de comment ils évoluent. Et donc, on mettra aussi dans le guide à disposition une fiche de suivi de progression pour telle activité et avec, vous voyez en bas, le type de guide. C'est-à-dire que peut-être au début, on va faire avec, voire même faire et de voir l'évolution ensuite de l'autonomisation de la personne par rapport à ces différents exercices proposés.
Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un environnement capacitant, d'être convaincu que les personnes peuvent faire des choses, être dans la présomption de compétences à l'égard des personnes, limiter l'immobilité, envisager des activités physiques qui soient adaptables et modulables, faites par tous, possiblement, sans besoin de compétences spécifiques. Et puis, l'intérêt, c'était aussi cette approche collaborative qui nous permet de nous assurer de la pertinence des fiches et des activités proposées. Et donc, je crois que c'est maintenant que je vous propose, si ça a marché, une petite vidéo. Alors, je vais essayer de la mettre, parce que je n'ai pas pu l'intégrer du coup au diaporama, parce qu'elle était trop importante. Donc, je vais essayer. Pendant que vous essayez, je vais contextualiser. Donc là, c'est la vidéo proposée par la maman qui fait partie de notre groupe de travail, qui s'appelle la fille du petit pont, que certains connaissent sans doute en yoga notamment. Voilà, parfait. Vous pouvez la lancer. Et donc, cette maman a une petite fille qui est polyhandicapée, qui est déficiente visuelle, enfin, qui ne voit quasiment rien, et qui propose donc cette activité. Je ne sais pas s'il y aura le son. C'est pas très grave. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait des petites indications. Et donc, pour montrer, en plus de la fiche, comment on peut proposer cette activité, donc qui est le petit pont pour lever les fesses. Là, elle encourage sa fille. Et l'idée, c'est vraiment que la moindre contraction musculaire peut être encouragée, valorisée, parce que pour ces personnes, c'est souvent déjà énorme en termes d'autonomisation. Et donc, ce qu'elle nous explique, cette maman, dans un groupe de travail, c'est que cet exercice, elle a commencé à le faire il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Lou ne levait pas du tout ses fesses. Et elle a commencé tous les matins par lui proposer, sous forme ludique, ce petit jeu. Et aujourd'hui, Lou, vous voyez, elle participe vraiment activement. Ce qui a évidemment des conséquences bénéfiques au niveau physique, mais également pour les professionnels, pour changer la couche en termes d'autonomie, d'action volontaire, et qui, notamment Lou, grandit, et elle va être de plus en plus lourde. Et donc, évidemment, cette autonomie, elle va être gagnante, tant pour les professionnels que pour ses parents, qu'évidemment pour elle-même. Voilà, c'est un des petits exemples des fiches que vous retrouverez donc, dans notre guide qui, normalement, si tout va bien, sera publié au premier trimestre prochain. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Merci beaucoup pour ce partage. Et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez soit des besoins, soit des questions spécifiques ou des projets que vous souhaitez développer avec nous, et y compris sur certaines fiches que vous pouvez déjà réaliser et nous proposer. Merci. Alors, je vais peut-être laisser la parole, du coup, s'il n'y a pas de questions, à Madame Bouragda. Eh ben, bonjour à tout le monde. Merci déjà pour la proposition d'intervention dans ce webinaire. Donc, je suis Élise Bouragda, je suis référente paralympique territoriale en Bourgogne-Franche-Comté, salariée et représentante du comité paralympique et sportif français. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde dans les présents qui me connaissent déjà, donc bonjour à tous. Et ce matin, je vais vous parler de l'outil d'autodiagnostic pour les référents en activité physique et sportive qui a été créé par le Comité paralympique et sportif français avec une partie de financement de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire. Mais cet outil a une vocation à être national. C'est depuis le début. L'idée, vous le verrez à un moment, je vous proposerai aussi, si vous avez des ressources qu'on peut mettre dedans, de ne pas hésiter à me les partager. Voilà, et donc cet outil, c'est
pas seulement le nôtre, hein, c'est le vôtre. Merci Audrey Laetitia pour le changement de diapo. Donc la logique de cet outil est la suivante. Vous vous rendez sur l'outil, par exemple, en passant par le site internet du CPSF ou le lien qui est mis sous la vidéo. Vous faites votre compte en répondant rapidement à quelques questions. Et vous pouvez ensuite accéder au tableau de bord et à 4 auto-questionnaires par 4 grandes thématiques. Ceux-ci ont pour but de vous aider à challenger, questionner ce qui est fait jusqu'alors dans votre structure et où vous en êtes. Par catégorie, quand vous aurez répondu, vous verrez qu'il y a un message avec un curseur qui va vous indiquer les résultats, où vous en êtes, toujours de manière encourageante avec un petit texte. L'idée n'est pas de juger, bien au contraire, c'est de partager avec vous des éléments qui vous permettront d'aller plus loin en fonction de votre réalité dans votre établissement ou service. En dessous, vous trouverez quelques conseils, plus des liens vers des ressources qui vous sont partagées en adéquation avec le résultat de vos réponses à l'auto-questionnaire. Et vous pouvez aussi accéder à la bibliothèque des ressources directement, sans passer par les questionnaires, par l'onglet en haut qui le permet, bibliothèque des ressources. Et elles sont rangées par thématique. Donc c'est là-dedans, si vous avez des ressources en région qui pourraient être utiles à tous les référents APS en ESMS, on peut les mettre, les insérer à la prochaine mise à jour de l'outil. Donc n'hésitez pas à me les envoyer ou par le biais des professionnels de l'ARS qui ont mes coordonnées aussi. Et on pourra les partager. Et puis si c'est des documents qui sont spécifiques à notre région, eh bien là, on pourra mettre que c'est spécifique à notre région, que ça concerne la Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, il y a un dernier onglet que vous voyez là apparaître la page qui est « Je rejoins le réseau des référents ». Et donc, pour le moment, vous y trouverez surtout le contact. C'est mon contact dans la région, mais l'idée, c'est que ce soit les contacts des personnes qui pourront vous renseigner sur comment rejoindre ce réseau des référents APS en ESMS régional. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous toutes et tous aujourd'hui. C'était court, mais c'est un outil qui est conçu pour vous, qui a vocation à évoluer dans le temps aussi. Donc, n'hésitez pas à nous partager les fruits de votre utilisation, si ça a pu vous être utile quand vous l'aurez utilisé. Aussi, comment on pourrait le faire évoluer pour que ça devienne encore plus utile pour vous. Et puis voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci à tous. Merci beaucoup, Élise. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à cet outil de diagnostic? Alors, s'il n'y en a pas, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait dans le chat. Je vous propose du coup d'aller directement sur la dernière présentation, donc des outils de la NAP. Alors, Madame No. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci également pour cette invitation. Je vais donc vous présenter l'ensemble des outils qui sont partagés sur le site de la NAP. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Donc, en 2024, on a travaillé suite à une demande de la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, et du ministère des Sports sur plusieurs production qu'on a co-construit avec des membres d'une communauté de pratique, des référents qui étaient déjà identifiés sur le territoire national. Donc, on a fait plusieurs rencontres et avec eux, on a réuni un ensemble d'outils qu'ils avaient commencé à travailler. On les a sondés aussi sur les outils qui étaient nécessaires pour mettre en place cette fonction de référent en activité physique et sportive. Et donc, on a créé tous ces outils. Donc, 2 guides pratiques, un à destination des gestionnaires, des cadres, et un autre à destination du référent. Donc, en tant que référent, n'hésitez pas à diffuser et à présenter ces outils dans le cadre de réunions. C'est essentiel de démarrer déjà par une clarification du rôle du référent, de pouvoir aussi, si ce n'est pas fait, indiquer vos missions dans votre fiche de poste en mettant une annexe. Pour vraiment bien être légitime pour intervenir en tant que référent. Je vais vous présenter les autres documents qui suivent.
Ce qui est essentiel aussi, et c'est bien indiqué dans ces deux guides, c'est de distinguer ce qu'est l'activité physique, l'activité sportive et l'activité physique adaptée. C'est trois activités qui sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes professionnels qui vont intervenir. On ne va pas réaliser toutes les mêmes activités avec le même type de public. Donc ça, c'est aussi un essentiel qu'on retrouve dans ces deux guides. Alors, on peut aller à la suivante. Alors, je ne vais pas revenir sur les missions parce que vous les avez présentées tout à l'heure. Voilà, donc dans la boîte à outils, vous avez 2 livrets. Un qui est vraiment la destinée aux référents en APS et qui indique nombreux réflexes pour adopter ces missions, se les approprier. Et par exemple, c'est très bien décrit. C'est quoi être référent APS? C'est du sport, hein, parce qu'il y a plein de missions. On l'a vu tout à l'heure, il y a des missions qui sont facultatives, des missions qui sont obligatoires. À vous de bien définir en tant que référent avec votre responsable jusqu'où vous souhaitez aller et bien l'expliquer à l'ensemble des professionnels de vos équipes. Quand on est référent, la question du partenariat, de la collaboration est essentielle. Il faut vraiment miser sur l'esprit d'équipe. C'est aussi ce qui est indiqué dans ce livret. Il faut vraiment identifier l'ensemble des coéquipiers de qui va pouvoir travailler avec vous. Vous n'êtes pas seul. Il faut embarquer tout le monde. C'est du quotidien, hein, l'activité physique. Ça devrait l'être, en tout cas si ça ne l'est pas. Donc, il faut vraiment mobiliser l'ensemble des collègues. C'est bien de dynamiser, donc il y a aussi des conseils pour comment on fait pour rendre dynamique toute cette démarche d'activité physique et sportive au sein de l'établissement, au sein des services, même sur son territoire. On explique bien quelles sont les missions facultatives pour jouer un peu les prolongations et aller au-delà de ces missions obligatoires. On donne des exemples de projets, etc. Vous avez aussi des fiches pour diffuser votre nom, pour être identifié quand vous êtes référent au sein de l'établissement, auprès des aidants également, des petites fiches que vous pouvez glisser dans les communications, etc. Vous avez une checklist des points de vigilance également, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire en tant que référent, à quoi je dois penser, qui je dois mobiliser, etc. Vous avez également une convention, vous avez un PowerPoint de présentation, ne vous fatiguez pas à faire tout un PowerPoint, vous l'avez clé en main dans la boîte à outils, vous avez juste à vous l'approprier et à le personnaliser pour présenter par exemple les actions que vous avez déjà mises en place. Vous avez aussi un panorama des ressources qui est très important. Donc, toutes les ressources qui ont notamment été citées lors de ce webinaire, vous allez les retrouver. Donc, allez balayer ces ressources. Elles sont classées par type de personnes accompagnées pour tout public, pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap et les deux. Et vous allez pouvoir retrouver des guides, des autodiagnostics, des partages d'expériences, tout un tas d'outils plus techniques, notamment sur le choix du matériel, etc. Sur la slide suivante, voilà, je vous indique également, vous avez un replay sur le site de l'ANAP avec des webinaires qui ont eu lieu en 2024 et en 2025. Donc, n'hésitez pas à aller les parcourir. Je crois que vous pouvez recliquer. Il y a des choses encore qui vont apparaître sur la slide. Voilà. Et puis, vous avez aussi une plateforme de bonnes pratiques sur le site de l'ANAP. Donc, vous pouvez, d'ailleurs, ceux qui ont, les intervenants là, qui ont témoigné sur vos expériences fort intéressantes, vous pouvez aller remplir un petit formulaire sur le site pour partager au national vos retours d'expérience et vos bonnes pratiques. Vous voyez, là, j'ai listé plusieurs exemples sur le côté d'acteurs qui ont déjà partagé leurs expériences. Donc, c'est assez simple, hein, il suffit de remplir un formulaire. Après, vous êtes en contact avec une collègue ou un collègue et vous faites 2 ou 3 allers-retours et la fiche est complétée. Voilà, et pour finir, je voulais, sur la slide suivante, merci.
je voulais aussi insister sur la fonction ressources, qui n'est pas encore connue de tous, mais en tant que référent en APS ou en tant que professionnel de l'APA aussi, ou tout autre professionnel qui est mobilisé en activité physique et sportive, vous êtes des acteurs ressources et vous pouvez mobiliser votre expertise au profit d'autres professionnels du secteur, mais aussi au profit des aidants et au profit des acteurs de droit commun, notamment les acteurs du loisir, dans le milieu scolaire, etc., etc. Donc, vous avez un petit guide qui existe déjà sur la fonction ressources, alors qui n'est pas seulement ciblé, bien sûr, sur l'APS, elle est très large, mais ça concerne aussi l'APS. Vous avez ce petit guide qui a été publié il y a déjà quelques années, et bientôt, je l'ai mis en bas, un kit outil fonction ressources qui va figurer dès la semaine prochaine sur le site annexé à une production sur l'offre de services coordonnés et qui va vous permettre de pouvoir déployer, vous inspirer de tout ça pour vraiment vous outiller aussi pour, par exemple, cartographier, on en parlait tout à l'heure, pour cartographier l'ensemble des acteurs sur votre territoire qui peuvent être ressources et être mobilisés sur des interventions, des actions à mettre en place auprès des aidants, auprès des autres professionnels, etc. Quoi dire encore? Je suis un peu limitée dans le temps parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il y a plusieurs acteurs à mobiliser pour déployer cette fonction ressources sur votre territoire. Vous pouvez, par exemple, contacter dans le champ du handicap la communauté 360. Vous pouvez, je le mettais tout à l'heure dans la conversation, si vous voulez mettre en place des activités, des prestations, rien que d'information, de sensibilisation, faire des retours d'expérience, partager vos pratiques, contacter les centres de ressources territoriaux pour pouvoir proposer ce type de prestations dans le volet 1 de ce dispositif qui est destiné justement à rompre avec l'isolement, à proposer des activités d'accès aux soins, etc., de prévention, voilà. Et puis, on a eu le témoignage du centre de ressources polyhandicap de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a bien d'autres centres de ressources. Renseignez-vous sur les centres de ressources existants et qui peuvent aussi vous alimenter en outils, vous aider à monter un projet. Et puis, bien sûr, tous les autres acteurs spécialisés ou de droit commun qui peuvent être concernés par l'APS. Voilà, c'était un peu rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame No. Et on est dans les temps, on a un petit peu dépassé, mais on n'a pas trop dépassé non plus, donc tant mieux. Merci en tout cas à tous et toutes pour ces présentations, ces échanges très intéressants. Alors peut-être quelques questions, et puis avant de terminer ce webinaire, je vois Madame André qui souhaite poser une question. Oui, effectivement, bonjour. Donc, Ludivine André, je suis responsable ressources humaines à la Fondation Pluriel. Et j'avais une question sur le temps dédié à cette mission de référent. Et également, est-ce que c'est inclus dans les missions actuelles d'un professionnel qu'on désignerait avec son accord, ou est-ce qu'on lui libère du temps aussi pour pouvoir exercer ces missions-là? Voilà, je voulais savoir un peu en général combien de temps à peu près ça prend. Est-ce qu'on lui libère du temps? Est-ce que c'est des missions en plus? Est-ce qu'on peut avoir des financements complémentaires? Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Alors, bon, je ne sais pas si Madame No ou si je réponds. Alors, pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait une temporalité. Alors, voilà, il n'y a pas de temps moyen, je pense, dédié à cette mission-là. En sachant que c'est bien marqué, comme on vous avait présenté au début, que ça va nécessiter cette mission une évolution de la fiche de poste. Alors, selon les professionnels, certains font déjà de l'APA, peut-être en fait ça répond déjà à ce qu'ils mettent en place au quotidien. Et puis pour d'autres, si par exemple c'est un éducateur, parce que c'est pas forcément des enseignants APA ou des éducateurs sportifs qui sont désignés, voilà, ça va être des missions en plus. Donc où ils sont volontaires pour réaliser ces missions et du coup ça nécessite une évolution de leur fiche de poste avec leur accord bien évidemment. Alors Madame Neu, je ne sais pas si vous vouliez réagir par rapport à ça. Non, vous avez bien
répondu. Je pense que c'est complet. En effet, c'est vraiment à définir entre le directeur et la personne désignée référent, hein. C'est pour ça qu'on parle de mission obligatoire et de mission complémentaire. Selon le temps qui est attribué aux professionnels, vous pouvez aller plus loin. Et puis aussi, selon la mobilisation de l'ensemble, hein, de l'équipe. C'est ça qui est intéressant. Certes, il y a un référent, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a toutes les missions à accomplir. Il faut s'appuyer sur l'équipe. Donc, il y a une vraie dynamique. Et là, pour le coup, c'est le référent qui doit la porter, mais il y a toute une dynamique à pousser au sein des établissements et des services. Et pour ça, il faut vraiment que la personne soit légitimée, d'où cette nécessité de vraiment communiquer et de bien poser le cadre des missions de la personne référente. Ok, merci. Merci à tous. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer ce webinaire. Encore merci à tous, à tous les présentateurs et également à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Oui, Madame No, vous vouliez... Ah non, c'est un... Ok. Eh ben, en tout cas, bonne journée à tous. Merci encore. Alors, ce webinaire, il y aura un replay disponible. Donc, dès la fin du webinaire, on pourra avoir un replay. Enfin, voilà, on vous enverra dans les prochains jours un replay. Et puis, on vous mettra, si besoin, notamment les ressources qui ont été partagées dans la conversation. On pourra vous le mettre avec le replay dans un mail justement aux personnes inscrites aujourd'hui. Voilà. Eh ben, je vous remercie et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Laetitia, tu penses à couper le replay, l'enregistrement? Oui, t'inquiète. Ouais. Merci.